J'accueille Fabrice Azvazadourian, CEO de Sopra Steria Next. Jingle. Alors, bonsoir Fabrice. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. On va parler ce soir de la dernière étude que vous avez faite, qui est toute récente, qui date de mi-septembre. Exactement. Et dans cette étude sur l'intelligence artificielle, vous avez imaginé une segmentation par usage pour permettre aux dirigeants de savoir où investir, comment investir dans l'intelligence artificielle. Expliquez-nous un peu. Exactement. Alors, l'IA, c'est pas récent, ça a été dit avant que je parle, mais ça fait quelques années que ce sujet est important pour les entreprises. Avec l'arrivée de GenAI il y a un peu moins de 2 ans sur la scène, l'avant de la scène, c'est un sujet qui a remonté au niveau des conseils d'administration, au niveau des COMEX. L'IA avant, ça ne remontait pas aux COMEX, hein. Ça restait, là ça devait rester auprès de gens compétents. Et c'est devenu tout d'un coup un sujet sur lequel les dirigeants se sont mis à s'en emparer. Ils ont souvent nommé un Chief AI Officer, c'est souvent la première réponse d'un dirigeant. Et puis ils ont fait des POC, pas mal de POC. Des POC, expliquez. Des expérimentations. Ouais. Proof of concept, comme on dit en anglais. Et puis au bout d'un moment, il y a eu une certaine lassitude de faire des POC qui ne donnent pas grand-chose à part des POC. Et donc on s'est posé la question, mais est-ce qu'on ne regarde pas le sujet trop par la technologie et passer par le business, hein? Et donc nous, on a essayé d'apporter une vision de l'IA et de toutes ces couches, hein, qui se sont sédimentées depuis 30-40 ans, pour la tourner vers des finalités business. Et donc on a créé ces 4 archétypes, on va les appeler comme ça, qui, quand on les présente, paraissent évidents. Hein, les AI pour la machine, les AI industriels, qu'on a depuis des années dans nos usines, hein, les AI pour les process, hein, et on a tous connu, on a tous utilisé et déployé différentes solutions d'automatisation de processus avec plus ou moins de succès. Donc ça, c'est on va dire, les 2 piliers de l'IA un peu historiques. On a l'IA pour l'humain, hein. Beaucoup d'entre nous ont travaillé sur des systèmes experts à une époque, hein. C'était les débuts de l'IA appliquée pour l'humain, qui nous aidait à prendre des meilleures décisions et à un peu démocratiser de l'intelligence d'experts en proximité. Et puis la dernière venue, la plus petite pour l'instant, mais qui depuis quelques années pénètre fortement les DSI et les ESN comme Sopra Steria, qui est l'IA appliquée au monde du software, du développement logiciel. Voilà. Et vous avez des solutions historiques qui se sont développées sur ces 4 archétypes qui sont assez spécifiques à chacun. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qu'on essaye de faire dans cette étude, hein, c'est d'où ils viennent et où ils vont. Presque d'où ils viennent, c'est intéressant, mais où ils vont, ça l'est presque plus quand même, hein, pour nos clients. Alors on a essayé de regarder ça sur le marché. Peut-être pour vous donner 2-3 chiffres. Hein, comment on se projette et... Alors vous projetez sur 2028, c'est ça dans votre étude ? On a essayé, alors c'est un peu, comme je le dis, je ne suis pas prêt à mourir pour tous nos chiffres, mais c'est une bonne base de discussion. Voilà, donc moi je suis prêt à avoir tous les débats sur notre étude et comment on l'a construite. On imagine que les croissances sont différentes en fonction des catégories. Exactement. Si on regarde le passé, déjà l'IA, ces 4 dernières années, c'est 40% de croissance au niveau mondial, hein, de budget dans les budgets informatiques, c'est 40%. Tous nos clients dépensent 40% de plus par an depuis les 4 dernières années. Alors j'imagine quand même des grandes disparités par zone ? Avec des grandes disparités par zone, pas tant que par archétype, oui, plus que par zone presque. Hein. Les États-Unis non plus, les Européens sont un peu en retard, mais on a quand même beaucoup de nos... on trouve beaucoup d'IA dans les machines, par exemple. Hein. Les entreprises européennes de construction de machines mettent beaucoup d'IA dans les machines depuis un certain nombre d'années. Hein. Donc on est peut-être meilleur que des fois on le pense, hein, sur ces sujets-là. Et comme ça a été dit, on a des talents en IA qui sont remarquables et sur lesquels on peut s'appuyer. Alors si on regarde le futur, nous on prévoit que l'IA va croître 3 fois plus vite que le marché de l'informatique en moyenne, 3 fois plus vite. Hein. Et que si j'étais un DSI, assez vite j'essaierais de savoir si je dépense bien 6, 8, 10% de mon budget sur des thématiques autour de l'IA. Que ça soit sur les couches basses,
pour avoir accès à la capacité de calcul et autres qui me sont nécessaires, ou que ce soit sur l'achat de solutions IA qui commencent à arriver, et que ce soit sur des couches plus de services et de fonctionnement autour de ces solutions. Alors, comme vous voyez dans les chiffres, on va pas croître de la même façon selon qu'on est sur les sujets bien établis, de l'IA pour les machines et de l'IA pour les process. L'IA pour les machines va être extrêmement portée par le développement des twins digitaux, des jumeaux numériques et du métaverse industriel, qui va nous permettre de passer de machines intelligentes à usines intelligentes ou à chaînes logistiques intelligentes. On va permettre de stimuler de façon incroyablement plus élargie le fonctionnement et donc l'optimisation de tout ce monde industriel. L'IA pour les process, nous, ce qu'on voit arriver, c'est cette convergence entre différents types d'acteurs et différents types de solutions, certains venant beaucoup du monde du business process management, d'autres venant plutôt du monde de l'automatisation, de la RPA, de l'OCR, etc. Et puis les grands ERP, et qui aujourd'hui investissent massivement pour ajouter à leur périmètre historique toute une couche d'automatisation de bout en bout dans ces secteurs-là. Et ça va porter, on va dire, pour les années qui viennent, à la fois l'IA pour la machine d'un côté et l'IA pour les process. Et puis on a les plus jeunes, plus nouveaux. Et la croissance là, l'IA pour l'humain et l'IA pour les softwares, qui vont croître plus vite, partant d'une base plus petite, et qui vont être très portés. Alors, chez nous, sur Prasteria, c'est une ESN, donc on voit bien quelle vitesse nos développeurs adoptent. Et alors, c'est une population qui est probablement moins réticente que d'autres à utiliser de l'IA, mais comment on utilise et on déploie de l'IA pour le code, le test, toute la chaîne logicielle. Là aussi, je pense qu'on est aujourd'hui au début. Donc ça marche parfois et pas partout. Donc on a un apprentissage pour savoir où on va le déployer, mais on a une vitesse de progression et de déploiement qui est très très significative. Et puis sur l'IA pour l'humain, on a une conviction, c'est que si on veut démocratiser l'usage de l'IA pour l'humain, ça se passera par la combinaison entre de l'IA prédictive, avec toute la puissance de l'IA prédictive pour vous aider à prendre des bonnes décisions, et de l'IA générative qui, elle, permet de mettre une couche de contextualisation qui font que si vous n'êtes pas sachant de l'IA, vous serez capable de beaucoup mieux l'accepter pour vous aider à prendre des décisions et vous guider dans vos choix. Voilà. Donc la combinaison des deux pour l'IA pour l'humain va être très puissante. Quelles recommandations vous donnez aux gens que vous conseillez pour ne pas rater cette vague de l'IA et pour surtout être présent sur vos différentes catégories ? Alors je vais essayer de les résumer en quatre sujets. Le premier, on va dire peut-être le plus évident, je crois que ça a été déjà évoqué un peu plus tôt, c'est il faut choisir aujourd'hui de privilégier des domaines où l'IA est suffisamment mature pour être rapidement déployable. Bien sûr qu'il faut consacrer de l'argent à développer des solutions d'IA d'après-demain, mais il y a déjà aujourd'hui un certain nombre on le sait déjà qu'il y a un certain nombre de thématiques, de solutions qui sont prêtes à être industrialisées, prêtes à être déployées, et donc il faut vite le faire pour habituer, acculturer ses collaborateurs à l'utilisation. Je ne vais pas citer la marque, mais un certain nombre d'entre vous peut-être utilisent une solution qui est assez liée à vos produits, à vos solutions quotidiennes de gestion informatique. Bon, nous on avait des consultants, ils nous les réclamaient. Ils nous les réclamaient. Mettez-moi des couches d'IA pour simplifier ma vie, faire des résumés. Voilà. Et puis on le déploie, et on a toujours, on a 3 tiers, ceux qui prennent tout de suite et qui déploient et qui utilisent tous les jours. Le deuxième tiers, en forçant un peu, on y arrive. Et un troisième tiers, et pourtant c'est des consultants, donc on va dire c'est plutôt des gens qui ont un appétit pour ces types de solutions. Si on ne les tutore pas beaucoup, on n'y arrive pas. Deuxième point, la data. Alors, la data, ça c'est pas de data, pas d'IA, c'est évident. Mais les data de la générale, c'est pas tout à fait les mêmes data que les data qu'on utilisait pour l'IA prédictive. Donc comment est-ce que toutes nos entreprises doivent moderniser leur plateforme data, moderniser leur process de gestion de la data et leur gouvernance pour pouvoir absorber la masse de data. Une stat qui est toujours intéressante, c'est qu'on double le nombre de data tous les 18 mois, disponible dans une entreprise tous les 18 mois. Alors c'est pas toujours la même data. Et donc comment on fait pour absorber, et c'est pas que du volume, c'est aussi de la diversité de types de data. Feuille de route. Troisième point. Troisième sujet, moi j'ai un chiffre que j'aime beaucoup, qui montre les progrès devant nous, c'est qu'aujourd'hui, on a regardé chez nos clients, qu'on aide avec ce type, on a un algorithme sur 7 qui délivre toujours de la performance quand on le bascule en mode
industriels dans les systèmes d'information en run. 1 sur 7. Donc ça veut dire que certains on les tue avant parce qu'ils sont pas bons, et certains n'arrivent pas à passer en mode industriel. Et donc on doit travailler à comment est-ce que nos systèmes d'information savent vivre en temps réel avec ces solutions d'IA. Et c'est beaucoup moins évident. Ça nécessite de revoir un certain nombre de choses dans les équipes IT, évidemment, et dans les façons dont on gère ces nouvelles solutions. Et puis le dernier sujet, et on en a beaucoup parlé déjà, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est les talents. C'est l'humain. Ouais. Et dans l'humain, pour moi, il y en a 3 types. J'ai commencé par le plus compliqué, probablement, mais auquel tous nos clients travaillent beaucoup, c'est les experts de l'IA. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il va falloir se battre pour les avoir chez soi plutôt que chez les voisins. Il y a un deuxième sujet auquel tout le monde travaille beaucoup aussi, c'est l'acculturation à minima de tous ces cols blancs, voire de plus, de tous ces collaborateurs, mais à minima des cols blancs, des knowledge workers. Et il y a le milieu, c'est celui qui est ni un spécialiste de l'IA et qui est ni un collaborateur normal, ceux qui vont devenir ce qu'on appelle nous des référents de l'IA dans chaque département, capables de faire le pont entre le langage assez technique quand même que les spécialistes de l'IA ont et ceux qui ont les problèmes à régler, qui sont ceux qui tous les jours travaillent sur les process. Alors Fabrice, vous avez moins de 30 secondes pour donner un dernier conseil aux décideurs. Moi, je crois que ça a été évoqué. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix que d'y aller. Mais et y aller avec la bonne intensité, le bon impact. Et il faut privilégier qu'une seule chose, c'est qu'est-ce qui va être capable de déployer. Il faut dépasser cette malédiction d'époque qui ne voit jamais le jour. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Fabrice. Merci.